Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité pour évoquer l'actualité des récentes violences à Amsterdam, aux Pays-Bas, contre les supporters du Maccabi Tel Aviv. On est en compagnie de Dov Maimon, qui est directeur de recherche au Jewish People Policy Institute à Jérusalem. Bonjour Dov Maimon. Bonjour Antoine, bonjour chers auditeurs. Voilà, on est ravi de vous retrouver sur Mosaïque. Vous êtes notamment l'auteur d'une étude qui porte sur le judaïsme européen à l'horizon 2030, dans laquelle vous esquissez différents scénarios possibles pour le devenir de ces communautés juives d'Europe. On va y revenir. Mais d'abord, revenons sur Amsterdam. Comment est-ce que vous qualifieriez ces agressions au cours desquelles des centaines de supporters israéliens ont fait l'objet de chasse à l'homme? Dans le bilan s'établit pour l'heure à une dizaine de blessés. On a parlé de pogrom. Comment est-ce que vous qualifieriez ces attaques qui se sont produites la semaine dernière? Voilà, donc il s'agit d'agressions programmées, organisées et pas vraiment surprenantes. Pour ceux qui connaissent la situation en Hollande et un peu partout en Europe, il s'agit les gens avaient les adresses des Israéliens, il y a certains Israéliens qu'on a attendus dans leur chambre. Il s'est arrivé toutes sortes de choses. Les choses se sont en train de se clarifier de plus en plus. On a affaire à quelque chose dont un groupe de gens et avec des chauffeurs de taxi, avec beaucoup d'acteurs, des acteurs dans les hôtels qui travaillent dans les hôtels, etc., qui suivent tout ce qui se passe et dont le but évidemment de terroriser d'abord les Juifs et les Israéliens, mais à travers ça, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on attaque les Juifs, en vérité, c'est les institutions régaliennes qu'on attaque. On veut déstabiliser l'Occident et montrer qui sont les nouveaux maîtres des lieux. Donc, en vérité, ce n'est pas seulement les Juifs qu'on attaque, évidemment, c'est la démocratie, c'est la République, c'est le système libéral démocratique. Vous parlez d'attaques organisées. Est-ce qu'on sait par qui précisément? Quels sont les groupes On à peut parler l'œuvre? de Samidoun, oui, on connaît les gens qui sont derrière. Ils ont été interdits, Samidoun, en Hollande. Ils sont encore en France, ils sont encore très très actifs. Il s'agit de gens qui sont proches, en tout cas des islamistes et des nationalistes proches du Hamas, on va dire comme ça. C'est assez simple. On peut rentrer dans le détail, mais pour ce qui est de nos auditeurs et ce qu'on a besoin de comprendre ici, surtout pour la rue arabe, ce qu'il faut savoir, la rue arabe qu'on va voir à Amsterdam, qu'on va voir dans d'autres villes européennes. Pour eux, tout est mélangé. Hmm. Évidemment, il y a des acteurs. Après, il y a les Iraniens, les pro-iraniens, les chiites, les sunnites. Mais pour un arabe, c'est contre l'Occident, c'est contre Israël, c'est la haine contre les Juifs. C'est des choses qui se mélangent et qui font un cocktail explosif. Ouais, alors, curieusement, ces événements, finalement, n'ont pas eu un écho, enfin, à mon avis, aussi important qu'ils auraient dû l'avoir, parce on a parlé, même une députée LFI a dit que c'était finalement de la provocation de la part des Israéliens, et ça a été un peu recouvert comme étant effectivement une exportation du conflit en Europe, alors que, comme vous nous l'expliquez, il y a un danger direct pour l'Europe. Est-ce que c'est donc directement lié à la stratégie offensive de l'islam radical en Europe, et en particulier les frères musulmans? Donc voilà, voilà. L'islam en Europe avance avec deux grandes facettes, deux grandes façons d'avancer. La première chose, c'est ce qu'on pourrait appeler, si on parle en langage géopolitique, de soft power and hard power. Je vais expliquer parce que c'est pas des termes très connus et du grand public. Alors, hard power, c'est d'abord la menace à l'émeute, dans notre cas ici, et c'est la menace à l'émeute, et c'est le terrorisme ou la violence endogène et exogène. Encore une fois, je vais expliquer. La menace à l'émeute, tout le monde comprend en juin 2023, hein, pour parler de la France, pour quelque chose que connaissent bien nos auditeurs, 50 000 jeunes se lèvent dans 500 états de feu en France, 500 villes en France. On a 50 000 jeunes, parmi eux 200 sont repérés par la police comme des gens qui étaient sur les listes S. Donc c'est des jeunes inconnus, des jeunes qui sont de la nouvelle génération. Et derrière ça, donc on a et derrière ça, on a en fait un mouvement qui est beaucoup plus grave, puisqu'on a que 28% d'après la DGSI et d'après l'Institut Montaigne et d'après la Fondapol, des musulmans qui sont islamistes, qui sont des gens qui voudraient la charia pour l'Europe, et puis 55% des jeunes. Donc c'est ce qui peut
que les gens qui sont de deuxième, troisième génération et qui finalement, ces gens-là, ils sont passés par l'école et malheureusement, plus ils sont éduqués et plus ils sont remontés contre l'Occident et plus ils veulent justement réaffirmer leurs identités. Donc on a un phénomène qui est important au niveau de la violence. Et la violence, c'est aussi donc la violence qui est en France, notamment en France, qui existe là, mais qui n'explose pas. Simplement une situation explosive. On a 580 anciens de Daesh qui ont purgé leur peine et qui sont en liberté. Ils sont pas, et il y a encore 580 qui sont encore dans les prisons. À nouveau, il y a 80 qui vont sortir tous les ans. Et ces gens-là ne sont pas vraiment surveillés par la DGSI, qui n'a que 5000 personnes pour les surveiller. Il faut 20 personnes pour surveiller une personne. Donc, ce qui s'était passé en automne, en hiver dernier, en 2023, rue de Breteuil, à côté de la Tour Eiffel, ben, c'était une personne qui a été libérée et qui, après un an, a été surveillée un peu. Mais finalement, on a dit non, non, elle est gentille. Pendant un an, elle n'a rien fait. Puis elle est finalement, évidemment, elle revient à la violence. C'est des héros dans leur village, dans leur quartier, etc. Donc ça, c'est ça. Et puis, il y a la violence exogène, là, ceux qui viennent de l'Iran, qui viennent du Khorasan, en Afghanistan, du Daesh, qui sont en train de se reconstruire. C'est les Iraniens, le Hamas, etc., qui sont extrêmement organisés, qui sont un peu partout et qui ont beaucoup d'armes, beaucoup de choses et qui attendent les ordres et qui attendent que les choses. Donc ça peut exploser à tous les moments. Mais derrière, ça, c'est le hard power, la menace concrète, violente. Il y a aussi un autre chemin, des gens qui avancent en costume cravate. Ils représentent presque 3 millions de personnes en France. Donc, c'est pas une petite masse de gens qui sont proches des frères musulmans et qui vont s'installer à des postes. Ils prennent des stratégies qui sont assez semblables à celles des Juifs dans les années 60. Ça veut dire qu'ils sont passés par la médecine, ils passent par le barreau, ils passent par les ingénieurs en informatique, ils arrivent dans les impôts, ils arrivent dans toutes sortes d'institutions et ils prennent des postes en ayant toujours gardant dans leur tête qu'ils veulent qu'il y ait plus de place pour l'islam en France, pour que le mois de Ramadan soit fériarisé, etc., pour que la France devienne une France multiculturelle où il y aurait beaucoup plus de place pour l'islam. Tout ça, c'est pas évidemment, ça ne présente rien de bien pour les Juifs, puisque évidemment, ces gens ont beaucoup, beaucoup d'antisémitisme, malheureusement. Alors, on va rester encore un peu sur Amsterdam parce que l'opinion internationale a été quand même frappée par la rapidité, l'efficacité aussi, cette opération de rapatriement qui a été organisée par les autorités israéliennes. Est-ce que ce scénario avait été prévu, anticipé par les autorités israéliennes? Alors, vous avez raison. Bon, les Israéliens ont agi rapidement, ils ont mis en place directement des numéros verts, des numéros que les gens ont pu appeler. Les sociétés de téléphone israéliennes ont donné des abonnements gratuits à tous les Israéliens qui se trouvaient à l'étranger, etc. Donc les gens ont pu appeler leur famille, dire exactement où ils étaient. Il y a des applications où les gens indiquent où ils sont, est-ce qu'ils sont safe, etc. Le plus important pour moi de ce qui s'est passé en Hollande, c'est que la police n'est pas intervenue. Ça veut dire qu'en fait, on craint vraiment, comme ça s'est passé pour l'affaire Sarah Halimi, où il y avait 23 policiers qui étaient en bas de l'immeuble, et pendant 3 quarts d'heure, il y a quelqu'un qui a martyrisé une vieille femme et qui finalement l'a défenestrée, l'a tuée en l'insultant. Et les policiers ont dit, nous n'avons pas reçu d'ordre, et c'est ce qu'on craint un peu partout. Les policiers ont eux-mêmes peur, ne préfèrent. Et ce qui est passé en Hollande, avant de parler de l'opération de sauvetage israélien, c'est que l'opération israélienne, c'est que il y avait déjà des policiers qui ont refusé de surveiller même des institutions juives. Voilà. Donc il se passe qu'il y a des gens pour des raisons personnelles ou des raisons, ils disent, écoutez, nous ne voulons pas être complices de ce genre de crimes génocidaires, de ce peuple génocidaire, etc. Nous ne voulons pas être là. Donc ça, c'est des choses qui doivent nous inquiéter. Et il faut savoir qu'en Hollande, il y a eu un grand mouvement déjà de, 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 de backlash, de retour de bâton de gens qui ne veulent pas, et c'est pour ça qu'ils sont montés au pouvoir, Geert Wilders, etc. Donc, maintenant, les Israéliens, comment ils préparent, je peux partager avec vous ce qu'on a fait il y a 4 semaines avec le ministre de l'Alia. C'est pas moi qui en aurais parlé, mais c'est lui qui en a parlé sur Facebook, donc je peux me permettre d'en parler. On a fait des simulations de plans d'évacuation. Donc, bon, il y avait les dirigeants, les directeurs des différents cabinets, il y avait les différents services qui étaient là. Il se trouve que j'étais aussi dans cette petite équipe d'une dizaine, quinzaine de personnes. Et on a travaillé sur les scénarios, notamment, on a failli lancer un plan d'évacuation en août, à la mi-août 2024 en Afrique du Sud. Donc, c'est pas la France qui est visée particulièrement. C'est bon, parce qu'il y avait un parti politique de type LFI qui pouvait prendre le pouvoir et les Juifs auraient été en situation. On avait prévu même avec des avions Hercule qui devaient
atterrir sur des champs de golf, de terrains de golf, etc., parce que les aéroports, un peu comme Charles de Gaulle ou autres, étaient aux mains des islamistes et que c'était dangereux. Donc le plan était fait. Finalement, vous savez, il y a vert, orange et rouge. On est passé à orange et finalement, ça s'arrêtait avant. Donc ça s'est rien passé. Les autres plans d'évacuation sur lesquels on travaille, évidemment, c'est ce qui s'est passé en Ukraine, quand on a dû sortir 80 000 personnes. Là, c'était plus compliqué parce que on savait pas qui était juif. D'accord, il n'y avait pas la queue pour recevoir une étoile jaune en 1942, Antoine, vous comprenez bien. Et puis tout à coup, en 2023, 2022, tout à coup, les gens se sont poussés au portillon pour avoir le passeport bleu. Donc ils s'inventaient, ils se découvraient des grands-mères, des arrière-grands-mères juives. On ne sait pas trop quoi faire avec ces gens-là. Et il fallait en 2, 3 minutes décider oui, non. Donc oui, ce qui est une bonne idée, c'est si les gens ouvrent des dossiers à l'agence juive, ils apportent déjà des services, qu'il y a des judaïcités. On ne craint rien pour la France, je le dis clairement, je suis Oui, pas là pour créer de l'alarme, je oui, dis simplement, le peuple juif ne peut pas se permettre de pas être prêt à tous les scénarios, et nous devons être prêts à tous les scénarios, et chacun doit avoir même un passeport, une valise, un peu d'argent, avoir des amis non juifs un peu partout dans la campagne, où il pourrait peut-être débarquer un jour, et il sait par où passer, il a déjà des itinéraires, si Waze est bloqué ou autre chose, oui. et voilà comment faire, avoir le plein d'essence, des choses simples qui sont que quelqu'un, après 2000 ans d'errance, doit avoir un peu dans sa tête pour savoir comment faire. Alors, j'insiste un peu, Dov Maïman, parce que bon, il y aura un autre match, hein, je signale, au Stade de France, qui opposera les équipes nationales françaises et israéliennes. Et le préfet de police a détaillé un très important dispositif de sécurité. On parle de 4000 policiers mis en place, le président Macron qui va venir, etc. Bon, c'est des mesures qui ne semblent pas avoir convaincu le Conseil de sécurité israélien, qui a déconseillé aux supporters de se rendre en France et qui prévient en tout cas d'un risque d'attentat. Bon, évidemment, on verra ce qui se passe à ce moment-là. Sans doute la rencontre sera particulièrement surveillée. Mais je vous pose quand même la question, Dov Maïman, directement. Vous parlez malgré tout d'un risque, même si vous ne voulez pas alarmiste. Quand même, est-ce que vous pouvez nous dire quels seraient les scénarios en France, par exemple, qu'on pourrait imaginer, quels sont les principaux risques, les principaux endroits où il y aurait un risque et sous quelle forme ça pourrait prendre? On va dire que ceux qui habitent rue Saint-Dominique sont relativement protégés. Il y a à peu près un policier tous les 50 mètres. Si vous habitez dans certains quartiers, c'est plus facile, mais on a fait le compte avec mon ami Didier Long. On va sortir un livre qui va sortir en janvier, février, qui s'appellera Europe, les derniers juifs France, les derniers juifs d'Europe. C'est un livre qui s'adresse à la population non juive, qui s'adresse à la population générale, qui va dire que les juifs sont qu'une métaphore de quelque chose de beaucoup plus grave. C'est l'Europe, l'Europe occidentale qu'on attaque. On démontre, chiffres en main, où se trouvent les centres de danger, les analyses de risque, combien il y a de musulmans pour de vrai, combien il y a de musulmans intégristes pour de vrai, où sont les juifs, combien de juifs, etc. On apporte et on montre, on a fait une cartographie quartier par quartier, quelles sont les zones où il y a des dangers. On arrive à quelque chose comme 110 000 juifs en France qui sont en situation à la fois c'est un mélange de danger et un danger et un mélange aussi de gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne connaissent pas de non-juifs, qui savent pas comment faire, qui n'ont pas de maison de campagne, qui n'ont pas des plans et qui n'ont pas des plans B et qui eux seront les laissés pour compte. Alors dans les scénarios le pire qu'on peut imaginer en France, je vous en parle, mais évidemment encore une fois, on espère que ça ne se passera pas. On espère que tous ces plans resteront dans les tiroirs comme ils ont été faits pour être restés dans les tiroirs. Imaginons qu'on a du homejacking, c'est-à-dire on a eu déjà tous les petits éléments, vous comprenez Antoine, on a eu le viol de la fillette à Courbevoie, on a eu Sarah Halimi, ça s'appelle du homejacking, des gens qui attaquent leurs voisins, on a tout ça, les petits éléments, on est le 6 octobre, il s'est rien passé le 5 octobre, il s'est rien passé le 4 octobre, il s'est rien passé le 3 octobre, 2 octobre, pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui il se passe quelque chose? Donc évidemment il se passera rien, si Dieu veut, aujourd'hui, demain, encore demain, et après-demain, et tout peut continuer, peut-être qu'on peut encore tenir 10 ans, 20 ans, mais les Juifs de France savent que leurs petits-enfants ne vivront plus en France. C'est simplement une question c'est prédictif. Je vous le dis à vous, comme je le dis au Conseil des ministres européens. Oui, c'est prédictif. Le pourcentage de musulmans dans une population est prédictif de malaise juif et du nombre d'incidents antisémites. C'est tout simplement dès qu'à Créteil on a construit la grande mosquée, alors qu'à Créteil il y avait plein de restaurants autour du lac et les Juifs se promenaient le samedi après-midi. Et ben tout à coup la grande mosquée qui avait été créée par
Sarkozy, rappelez-vous quand même Sarkozy qui disait tolérance zéro, on va les laver au Karcher et finalement fait des deals avec les frères parce que quand on a au moins 20 fois plus de musulmans que de juifs en France, alors on va essayer de faire la paix sociale, un peu comme ce qui s'est passé dans les écoles où on avait 20 enfants qui attaquaient un juif dans une classe, alors on a préféré sortir l'enfant et sacrifier. C'est un peu ce qu'il y avait écrit d'ailleurs au PSG quand il y a écrit la guerre sur le terrain, la paix dans le monde, ça veut dire enlever Israël et on aura la paix entre les chrétiens et les musulmans. Ce sera merveilleux. Vous voyez, c'est simple. C'est le langage est extrêmement simple. C'est le langage qu'on connaît déjà depuis 50 ans, inventé par le KGB, qui est aujourd'hui diffusé par les agents du KGB qu'on appelle le Hamas et d'autres agents du Qatar, de l'Iran, etc. Donc on a des phénomènes qui sont connus d'avance. On a vu ça, la date de péremption du yaourt qui est passée au Maroc, en Algérie. On a des phénomènes qui ressemblent beaucoup à l'Algérie. On voit Pierre Brochand, ancien patron de la DGSE, qui écrit et qui dit, écoutez, le scénario qu'on peut voir pour la France, ça sera un peu comme en Algérie. Ça veut dire qu'en Algérie, les gens habitaient dans des quartiers, dans leurs villages. Ils allaient attaquer les quartiers français dans les grandes villes et puis ils retournaient, ils faisaient des razzias. Depuis 13 siècles, déjà, les Arabes font des razzias. Ils arrivent, ils violent les femmes devant leurs maris. C'est tout à montrer qui sont les maîtres des lieux. Et les gens sont terrorisés, les Occidentaux surtout. Et leurs méthodes sont assez classiques. Et là, on pourra imaginer, ils viennent de leur quartier, ils vont attaquer les grandes villes, ils font des razzias, ils retournent chez eux, peuvent même prendre même des otages quelque part, et puis attaquer et détruire, et puis continuer au fur et à mesure, les gens ne sont plus. Mais la guerre, là, ça sera en métropole, ça sera plus en Algérie. Donc le Ouais, scénario, il ouais. existe, on espère qu'il ne se passera pas, mais quelque part, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce que ce scénario qu'on a vu un peu, on vient de goûter ça un peu en Hollande, et il explose. Ça veut dire que depuis, je peux vous le dire comme ça, on a prévu depuis un an des détails, et tout ce qu'on a précisément détaillé dans notre livre arrive point par point. Donc, si vous voulez voir la suite, Hmm. achetez notre livre quand il va sortir. Voilà. Est-ce que vous ne faites pas un amalgame? Est-ce que vous ne stigmatisez pas toute une communauté, en l'occurrence musulmane ou arabe, en France? Est-ce que il ne faut pas, est-ce que votre discours finalement ne risque pas aussi d'être un peu contre-productif par rapport à cette menace, au risque peut-être même de favoriser la survenue de ces événements? M'accuser de racisme est un peu difficile. J'ai créé 50 groupes de dialogue entre juifs et musulmans. Je suis un fou amoureux de l'islam, un admirateur. J'ai écrit sur les confluences entre mystique juif, mystique musulmane. Mon doctorat cite 250 livres musulmans. Je travaille en permanence avec énormément de musulmans. Je suis responsable de la stratégie du peuple juif envers l'islam. On publierait pas au Cherche Midi en donnant un discours raciste, bien entendu non, et ça n'a rien à voir. On peut être profondément musulman, et c'est sur ce quoi je travaille essentiellement. Et on voit le Rav Cherki qui va aussi sur cette direction. On a énormément de choses en commun avec les musulmans. Notre objectif à la fin, c'est les accords d'Abraham, mais ensemble, nous devons combattre contre la barbarie, contre ces déformations qui n'ont rien à voir avec le fait de servir Dieu et qui sont considérées en faire des intérêts politiques. Derrière l'antisémitisme, il faut bien comprendre qu'il y a des intérêts qui souvent qui font tout ça. Vous croyez quand même pas que l'Iran ou le Qatar ou la Chine ou Poutine a de la sympathie ou de l'empathie pour les enfants palestiniens. Ce qu'ils veulent faire, c'est déstabiliser l'Occident et renforcer et l'extrême gauche et l'extrême droite en France. On voit, il y a des rapports du Sénat de 400 pages qui disent ça, qui racontent comment Poutine travaille en France, comment la Chine travaille à travers TikTok pour déstabiliser l'Occident. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ils cherchent pas à l'intérêt des Palestiniens. Ils cherchent pas à créer une société qui sera plus humaine pour les Palestiniens et trouver leurs solutions. Ils sont prêts à sacrifier les Palestiniens pour servir leurs intérêts. Ni Poutine ni l'Iran sont capables de sacrifier des millions de personnes. C'est pas les intérêts vraiment des musulmans de France de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont entraînés dans créer ici. On a vu que l'islam politique a tué 150 000 personnes en Algérie. Enfin, l'islam politique, c'est vraiment une catastrophe pour partout, par des gens qui sont des psychorigides, absolument malades mentaux, qui n'ont absolument rien à voir avec le fait de vouloir des serviteurs de Dieu, prier Dieu et être en fusion, en dévotion à Dieu, comme nous sommes depuis 3500 ans ensemble, les enfants d'Abraham, et qui nous cherchons à créer un monde de paix, de justice, d'amour et d'entraide. Je n'ai aucun problème. Je ne vois pas comment on peut m'accuser de racisme. Je dis simplement, Je vous ai pas mais, accusé de racisme. Mais je voudrais savoir, Dov Maimon, quel écho rencontrent vos démarches auprès par exemple, des responsables de la communauté juive française? Est-ce qu'ils vous entendent ou est-ce que vous avez l'impression de parler un peu comme quelqu'un qui exagère et à qui on reproche en tout cas ou on répond que vous exagérez?
Non, les gens savent qu'on a raison. Je vais vous dire comme ça. Les gens sont dans leur rôle. Le grand rabbin de France est dans son rôle. Le président du CRIF est dans son rôle. Évidemment, qui doivent être avec le pouvoir en place. Mais nous savons tous que la police française et les jeux politiques font que les gens n'ont pas pouvoir forcément, vont sacrifier les minorités pour aller chercher, s'ils sont en danger, ils vont pas pouvoir se protéger. Alors est-ce que, est-ce qu'on doit compter sur les institutions? Le problème, c'est plutôt un grand problème beaucoup plus général que les présidents des États ne peuvent plus protéger leurs électeurs, les institutions ne fonctionnent pas forcément, elles peuvent pas être capables, on peut pas mettre des policiers derrière chaque juif, et pour parler d'une chose d'encore plus grave, on a vu le 7 octobre en Israël que l'État a failli, le gouvernement a failli, l'armée a failli, c'est la société civile qui se soulevait. Je suis arrivé en France depuis lundi dernier, et j'ai pu rencontrer des dizaines de militants galvanisés, faits en acier trempé, qui se battent et certains ont payé un prix énorme au niveau de leur carrière, au niveau de leurs affaires pour défendre Israël, s'identifier avec Israël. Et ces gens-là sont de l'ordre proche de ce qu'on voit en Israël, de nos soldats qui rentrent dans la tourmente et qui vont se battre, que ce soit à Gaza ou au Liban, pour défendre le peuple juif, défendre l'humanité, sauver l'humanité, parfois contre elle-même. Et ces gens-là sont vraiment férus. Et ces gens-là viennent de la société civile, ils créent leurs propres institutions, ils créent leurs propres groupes. On a des nouvelles personnes qui s'intéressent tout à coup, qui n'avaient pas vraiment leur place dans les institutions, parce que c'était surtout centré sur le religieux. Or, ces gens-là veulent se battre pour une identité, une dignité, pour essayer de pouvoir rester juifs comme ils l'entendent, etc. Ils se battent et il va falloir se battre, continuer. On a lu cette semaine dans la paracha dans la Torah, l'histoire d'Avram. Avram, il a une voix intérieure qui lui dit va, et rien ne marche comme il a envie. Et au bout de 3500 ans, on a 5 milliards de personnes qui l'écoutent. Donc, est-ce qu'on doit écouter? Est-ce que les institutions font leur travail, et puis la société civile est On, complémentaire des on institutions? vous entend, on vous entend. Alors, une question encore. Si une partie des Juifs de France se trouvait être en danger, est-ce qu'Israël pourrait agir directement pour leur évacuation, par exemple, comme ça s'est passé à Amsterdam ou pas? Rien n'est prévu pour l'instant. Il n'y a rien de prévu. Le cas, comme vous avez vu en Amsterdam, ça s'est décidé en 2 heures. Et évidemment qu'Israël sait faire. C'est pour Israël par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine. C'est pas très grave, mais Oui, mais ce préparer ne sont des pas des et des Israéliens. La dossiers. plupart du temps, ce sont des Juifs qui n'ont pas Bien la entendu, bien citoyenneté israélienne. entendu. Mais tout juif peut ouvrir un dossier à l'agence juive et déjà apporter des choses comme ça sera beaucoup plus facile parce que en cas où il y a vraiment une crise majeure, ça ne touchera pas que les juifs, ça touchera beaucoup de monde. Et si les choses ne fonctionnent plus, et c'est quelque chose, on n'est pas loin, les scénarios de catastrophe pour la France, que ce soit économique et qui peuvent se lier à d'autres choses, sont écrits chez énormément de centres de recherche. Donc l'analyse de risque pour la France est forte. Apparemment, mais on ne voit rien, évidemment. Paris, capitale mondiale de la gastronomie cachère. Je suis à Bordeaux, il y a des vins extraordinaires. Les gens sont exquis. Tout est merveilleux. On voit des spectacles du Petit Prince. Donc, le décalage entre le côté pastoral, le côté tellement agréable et somptueux et ce qui pourra arriver est trompeur. Et nous devons simplement continuer à être complètement sereins et à la fois se préparer à tous les scénarios. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et le cas nécessaire, heureusement qu'on a l'État d'Israël, oui, parce que je ne sais pas combien on peut compter sur les institutions des autres pays pour nous protéger. Il faut mieux se compter sur soi-même. Voilà. Et on attend donc votre livre, prochain livre avec Didier Long sur cet état des lieux et sur l'état des risques pour la sécurité des Juifs de France, apparaître donc au début de l'année prochaine. Merci beaucoup, Dov Maimon. Je signale aussi d'ailleurs que vous avez fait paraître une brochure qui s'intitule 7 octobre, guide pratique pour décrypter la guerre Israël-Hamas. Notamment, ben, ça permet de répondre à tous les arguments qu'on entend, les accusations, déconstruire les accusations qui sont portées contre Israël et qui tendent à diaboliser Israël. Vous avez Merci. raison. Je vais en dire un mot. Je vais en dire juste un Oui, mot, Antoine, puisqu'on est déjà là. Oui. En effet, je me suis rendu compte en venant en France que
que les gens avaient besoin d'outils. En fait, on a 7 fronts en Israël et on a un 8e front qui est le front de la guerre intellectuelle, la guerre médiatique. Et dans cette guerre médiatique, eh ben, il faut des munitions. Et les gens ont besoin, et ils savent pas quoi répondre quand on les traite de peuple génocidaire. On vous prête pas cette salle parce que vous êtes un peuple génocidaire ou l'apartheid, etc. Donc, j'ai essayé de mettre tout ça. C'est sorti d'abord en anglais, puis quand j'ai sorti en français, je me suis aperçu que ça faisait quand même 50% plus long. Voilà, montrez-nous la brochure puisque vous Voilà. l'avez. Voilà, elle est disponible, elle est facile à chercher. 7 octobre, Dov Maimon et Giltroy, et vous allez la trouver sur le site. Elle a été distribuée. Moi, j'ai produit le PDF et le KKL en France avec l'OSM ont mis pas mal d'argent et ils ont imprimé 20 000 copies qu'ils distribuent gratuitement. Donc, on peut la trouver. Voilà, beaucoup Elle est d'indications techniques, disponible c'est en. très clair et ça fait le tour de la Oui. situation. Voilà, et les gens sont Quelques très pas. contents. Je fais une série de formations à des étudiants et pour expliquer comment faire, comment se battre sur cette nouvelle guerre. C'est la nouvelle guerre contre le peuple juif. Ils n'ont pas réussi avec la guerre conventionnelle, ils n'ont pas réussi avec le terrorisme. Aujourd'hui, ils vont sur la troisième phase. Nous sommes désemparés, nous ne savons pas comment répondre. L'ancien narratif, le récit narratif sioniste ne passe pas. Il va falloir inventer de nouvelles choses et chacun de nous est sur le front. Chacun de nous peut mettre derrière son clavier, inventer des vidéos qui vont être vues comme mosaïque à des dizaines de milliers de personnes et qui vont pouvoir et qui peuvent changer la donne. Chacun dans son initiative, de son bureau, derrière une caméra, on peut changer la donne. Aujourd'hui, c'est la magie de la technologie. Et voilà, nous remercions le Seigneur de nous Merci. avoir donné la technologie et l'intelligence de pouvoir. C'est ce que c'est le moment de remercier le Seigneur de nous avoir donné et l'intelligence et la technologie de pouvoir faire œuvrer le monde. On va plus vite qu'avec Abraham cette fois-ci. On va mettre moins de 3500 ans pour créer un monde de paix et de justice. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Dov Maimon. Merci infiniment pour l'ensemble de ces éléments que vous nous dites toujours avec le sourire, mais qui évidemment sont finalement assez inquiétants, même si, encore une fois, vous essayez de ne pas être alarmiste sur cette situation des Juifs en France, dans certaines régions de France en tout cas. Merci beaucoup et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.